en direct de chez moi, parce que Maurice mérite bien ça, et pas mérite Maurice bien ça, parce que je l'avais déjà accueilli la dernière fois qu'on s'est vu chez moi. À l'époque, c'était pour le théâtre de l'Archipel. Est-ce que la directrice est gentille ou est-ce qu'elle mange des enfants? Est-ce qu'elle est fasciste ou elle est juste une amie de la culture? C'était ça. Mais là, on va passer d'un... Alors, Maurice, tu as pris ta retraite. C'est une interview que j'attendais parce que tu es comme un dictionnaire, tu as tellement d'entrées, etc. Mais là, comme hier, il s'est passé un truc, c'est-à-dire la panthéonisation de Robert Badinter, ce qui t'intéresse à double titre, voire à triple, fermentation comme on fait pour la bière. Est-ce que tu trouves que c'est juste de panthéoniser, et il nous a quittés en 24, est-ce que c'est juste de panthéoniser pour toi Robert Badinter? On pourrait bénir ou remettre en cause la panthéonisation de n'importe quel personnage qui se trouve au bout de la route du flot, de savoir dans quelle mesure il aura marqué d'une pierre essentielle l'histoire de notre pays, c'est ça qui compte, la patrie reconnaissante. En tout cas, c'est le critère qui en aura été défini depuis la création de cette ancienne église qui a été transformée en lieu de recueillement pour la nation. Je pense que si quelqu'un devait avoir sa place au Panthéon, c'était bien évidemment Robert Badinter, comme l'a eu Simone Veil et comme l'aura Marc Bloch, ça c'est totalement évident. Marc Bloch, c'est pour l'année prochaine. Oui. On salue Suzette, sa petite fille qui vit chez nous d'ailleurs, enfin, quand elle n'est pas partie aux quatre coins du monde. Bref, est-ce que la célébration, est-ce qu'il ne fallait pas attendre qu'on remette la France en état, parce que nous vivons en France et c'est un peu, comme on dit en russe, état bardak, c'est un peu le bordel quand même. Est-ce que c'est pas une diversion pour qu'on s'intéresse encore à lui, et je parle du président, pour qu'il ait un peu de sympathie? La sympathie, elle est totalement acquise. D'abord le courage physique. Je rappelle tous les combats de Robert Badinter que tout le monde connaît. Seul face à la tempête, face à l'opinion publique, préserver sa vie privée, tenter de préserver, proférer, y compris au sein de l'Assemblée nationale, à l'encontre de Simone Veil pour la loi sur l'avortement, et les polémiques actuelles sur Gisèle Halimi, donc c'est à l'envie. Bon, la mère de toutes les haines, d'après le président de la République dans son allocution hier, c'était l'antisémitisme. Bon, alors, l'antisémitisme de la part de Macron, voilà, qui n'a pas souhaité manifester. Je ne sais pas dans quelle mesure il aura participé à examiner les différents tenants et aboutissements de cette question qui le dépasse largement, et il nous aura montré par son comportement qu'il n'aura rien fait pour faire reculer cette ignominie. La reconnaissance de la Palestine, et contre lequel je n'ai rien, parce que pour y être allé, et en Israël et en Palestine, c'est un sujet que je connais. Si j'osais, je te dirais que j'ai la famille enterrée là-bas, on appelle ça des croisés. Et que j'ai voyagé un peu au Moyen-Orient à ce prétexte, et que c'est les peuples qui souffrent en fait. Rudyard Kipling avait écrit que la première résultante de la guerre, c'est le mensonge. Depuis 2 ans, on assiste manifestement au mensonge inoculé dans l'opinion publique occidentale, consistant à dire que la victime est devenue bourreau, que le bourreau est devenu victime. Et tout le monde se satisfait parfaitement, relayé bien sûr par le positionnement de nos hommes politiques et relayé par le premier d'entre eux, le premier magistrat de France. Chercher l'erreur. Il est parfaitement évident qu'Israël est devenu un État paria, mais plus que ça. Mais vraiment, enfin moi je ne m'en rends pas compte, parce que je fais de la géopolitique, je ne fais pas de sentiments. Ouais. Tu vois, c'est à un moment donné, bon, ben, Israël, ça reste... Tu sais, c'est comme la Russie de Staline, enfin, si j'ose comparer. À un moment donné, sans la victoire de Stalingrad, pas de débarquement américain. Donc on a peut-être encore, peu importe les sentiments, on a pour Israël et les Israéliens, besoin que Israël reste là où elle est.
Oui, mais on la met à Madagascar comme il est. Je pense que l'Occident n'est absolument pas conscient des enjeux qui sont actuellement posés en termes de géopolitique actuelle et des différentes lignes de force ou lignes de faille qui se présentent actuellement. Nous assistons aux déclarations intempestives de la plupart de gens qui ne savent même pas situer le Proche ni le Moyen-Orient sur la carte du monde. On a vu Madame Mathilde Panot hésiter pour savoir où se trouvait la Cisjordanie. Elle n'était pas le panneau d'indication. Et où se trouvait la Transjordanie. Donc voilà, mais au nom de cela, on continue à violer des petites filles de 12 ans, on continue à défenestrer des pauvres femmes et on continue et des homosexuels. Ça, moi, un truc qui m'a fait, entre guillemets, rire jeune, c'est-à-dire les LGBTQ+, qui défendent le Hamas, alors qu'il serait là-bas, c'est du haut d'un gravat, parce qu'il y a peu d'immeubles qui restent à Gaza, qu'on les balancerait, quoi. Oui, mais on en faut trouve pas encore. 10 secondes. On en trouve encore, notamment en Iran, on trouve encore des immeubles où on peut balancer les homosexuels. Voilà. Qui, sans aucune espèce de problème, vont marier le drapeau LGBT au drapeau de la Palestine, enfin, au drapeau du califat. Bon, voilà, c'est le siècle d'imposture totale que nous puis il y a une vivons. différence. Et d'inculture surtout. Oui, c'est surtout d'ignorance. Il y a une différence entre Yasser Arafat et le Hamas. Yasser Arafat portait la croix de Lorraine que lui avait offert lui-même le général de Gaulle, d'une part, et l'OLP n'était pas islamiste. C'était un mouvement où il y avait des musulmans, évidemment, mais qui était un mouvement laïque. Je ne suis pas aussi persuadé que toi que ce soit aussi simple. Non, j'ai fait des raccourcis, comme dirait le rabbin. C'est un grand raccourci parce que lorsque les accords de paix ont été signés à Oslo, Arafat a déclaré en langue arabe sur des médias arabes que de toute manière il appliquait la stratégie du Coran, à savoir la mise en sommeil de l'action militaire dans l'attente du renforcement et pour reprendre une autre offensive. Maintenant que Arafat était marié avec une femme qui n'était pas musulmane, une chrétienne, on va dire. Il avait expliqué qu'il allait à Noël était ouvert sur avec cette question, mais je ne suis pas persuadé, comme les raccourcis se font actuellement en disant oui, mais Arafat avait mené un mouvement de libération qui était totalement fondé au principe de socialisme, de l'autodétermination, l'indépendance des peuples, etc., comme Nasser avec la révolution de 1956 ou le parti basse avec Saddam Hussein et avec les Alaouites en Syrie. Mais je ne suis pas persuadé que ce fût aussi simple parce que Yasser Arafat s'est fort astucieusement, à mon sens, à un moment donné aperçu que l'aphrodisiaque des peuples arabes et des masses arabes, c'était la question palestinienne, accoudée au message des frères musulmans dont on parle au quotidien maintenant, mais dont on n'a jamais parlé pendant 40 ans, en tout cas depuis que El-Banna ait fixé les principes qui ont inondé le Hamas. C'est au XXe siècle que ça arrive. C'était 1928, oui. Voilà. C'était 1928. On fêtera un bel anniversaire bientôt. Mais on a considéré que de toute manière... Mais les gens ne lisent pas, mais il suffit de lire les textes. Voilà. Pour revenir à Michel Onfray. Mais comme il suffisait d'ailleurs de lire Mein Kampf, écrit en 1923, pour savoir ce qui allait nous arriver. Il faut toujours croire les dictateurs, les futurs dictateurs font toujours ce qu'ils font. Voilà, exactement. Mais personne n'avait envisagé. D'ailleurs, le Marc Bloch dont tu évoquais la mémoire tout à l'heure avait été écrit dans les tranches des fêtes. En 1940, la France n'a pas perdu la guerre, elle n'a pas voulu la faire. Donc, c'est l'élite française, parce que la bourgeoisie financière industrielle préfère perdre la guerre face aux Allemands que laisser les mouvements comme le Front Populaire émerger, surtout dirigé par un certain Blum, donc je me demande s'il ne serait pas juif aussi. Comme par hasard, oui. Mais ceci étant, l'Occident est en train de trimballer sa mauvaise conscience en tentant d'en faire peser le poids sur un tout petit pays. Je ne suis pas particulièrement tenant de la politique de Netanyahou depuis 1995. Je rappelle que c'était la date effroyablement anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin par un ultra-religieux juif. Mais il
faut rappeler les choses, quoi. C'est un confetti dans l'ensemble du concert des nations. C'est 22 000 Oui, kilomètres carrés. parce qu'à ce moment-là, C'est libérons le Tibet, quoi. c'est 2 départements français, comment dire. Il faut une flottille qui aille libérer le Tibet des Chinois. Voilà. Non, mais de parler du massacre des Ouïghours, de parler du Soudan, de parler du Nigeria, c'est un propos désormais qui est peut-être dans la bouche des fascistes, des nouveaux tenants du Troisième Reich. Ce sont des choses qu'il ne faut pas dire. Donc il y a des bonnes et des mauvaises victimes. Comme j'attends toujours qu'il y ait effectivement une célébration et un moment de commisération pour les 1228 personnes qui ont été assassinées le 7 octobre. Mais, alors, le 7 octobre, c'était récemment. Alors, moi, ce que je reproche, parce que finalement, le Moyen-Orient, c'est loin, j'ai essayé d'y aller à pied, j'ai rebroussé le chemin à la sortie de Perpignan. Mais il faut un bateau. Qui s'entretuent. Moi, si j'ose dire, c'est plus la Terre Sainte qui s'entretue. Mais le problème, c'est qu'on a ramené le conflit en France. Et ça, s'ils se trouvent palestiniens, bon, ben, c'est qu'ils aillent défendre, que chacun aille défendre s'il identifie comme sa cause. Il y a eu la même chose pendant la guerre de Bosnie, mais là, j'étais jeune adulte. On était en plein festival de théâtre à Estagel, et il y a toujours un gars au bout de la table qui dit « ce qui se passe en Bosnie est terrible ». Je dis « certes, mais la côtelette de porc est mal cuite, le rosé n'est pas frais. Si vraiment c'est si insupportable, tu quittes là de suite, tu t'engages, et tu vas en Bosnie, camarade. » Oui, mais et il est resté. Nos amis entre guillemets de LFI, par rapport à la France, ont établi un arc électrique, en tout cas c'est mon analyse, entre le conflit israélo-palestinien et le conflit franco-algérien. Parce que la manière dont on peut voir le conflit israélo-palestinien d'un côté ou de l'autre, dans différents pays européens, une externalisation de la pensée, comme tu viens de l'exprimer. En revanche, pour nous, c'est plus parce que l'astuce et l'habileté de Rima Hassan et de Thomas Porte et de Mathilde Panot a été de considérer que de toutes les manières, la lutte du peuple palestinien pour surmonter ses souffrances d'occupation, de colonisation, etc., était à l'identique de celle des populations algériennes vivant en France. Alors, là, toi tu fais la culbute, puisque tu es né en Algérie, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et donc, l'Algérie était un département français. 3 départements français. Voilà. Et est-ce que de Gaulle, tu lui en veux, puisque tout le monde a voté pour l'autodétermination, les Français ici aussi, ça n'est pas mieux que là-bas. Est-ce que tu en veux au général de Gaulle, finalement? Non, c'est une question. Parce que chez les Pieds Noirs, il y a une certaine détestation du général pour le « je vous ai compris » finalement. Mais moi j'ai la détestation du général de Gaulle qui ne va pas se résorber avec le temps. D'accord. Mais total. Dans la mesure où, il a accéléré le mouvement d'autodétermination et d'accession à l'indépendance sans prendre en considération nullement les intérêts des 1 128 000 pieds noirs qui vivaient français, qui vivaient, pour ne pas dire pieds noirs, français qui vivaient en Algérie, en ayant accepté depuis le 19 mars 62 le fait que les accords n'aient pas été respectés par le FLN et que les biens et les personnes n'aient pas été protégés, en acceptant le fait qu'on ait trahi la confiance des harkis et que l'armée française ait laissé lâchement assassiner ces gens par wagon. Oui, parce que vous voulez que ce soit les Colombes et les deux mosquées, y compris en leur permettant de monter sur les bateaux d'évacuation. Après, il y a des officiers qui c'est sûr. Alors, de tenir ce genre de propos et de saluer la mémoire de Camus qui a considérablement souffert de cette situation. Oui, parce qu'il voulait sauver tout le monde, quoi. Personne n'a pris conscience de l'importance du pays pour les différentes populations qui le peuplaient et de l'importance de la nationalité française. C'est pas être d'extrême droite que de promouvoir ce genre de discours. Les accords d'Évian ont été saccagés par le FLN
par le GPRA et par les gens qui sont arrivés au pouvoir, et notamment M. Boumedienne, qui se qualifiait comme un moine soldat de l'islam. Donc voilà, la valise ou le cercueil, qui avait été c'était un terme terrible, qui avait été prononcé par Messa Hajj en 1945, a trouvé, on a dit oui, mais ça, jamais de la vie, on arrivera à des accords. Et les accords ont été violés, on est arrivé à la valise ou le cercueil. Comment veux-tu que plus d'1 million de personnes qui ont été rejetées de manière indigne sur un territoire qu'ils ne connaissaient pas, et pourtant ils étaient français, ils avaient aidé à la libération de la France. Ils avaient participé très activement au département de Provence, parce que si on est sur les populations pied-noires... Il n'y avait pas qu'un Picard nommé Leclerc. Voilà, donc c'était compliqué, et ils ont été obligés de débarquer à La Ciotat, parce que le maire socialiste de Marseille avait dit qu'ils allaient se faire resocialiser ailleurs. Enfin, tout ça, on l'a oublié, quoi. Mais voilà, il n'y avait pas de RSA. Tu sais, on n'a pas plus accueilli, rassure-toi, c'est en général... on n'a pas mieux accueilli les Espagnols après la guerre civile. Mais non, la retirade. Oui, alors toi tu me diras, mais quand même, on était français. Non, mais la retirade, qui est une indignité, on a fait énormément de manifestations à la ville lorsqu'il y était, normalement de respect pour ça. Mais n'oublions pas que nous avions accueilli les réfugiés républicains espagnols, de nationalité espagnole, qui demeuraient espagnols sur le territoire national français, dans les conditions indignes, dans les conditions colonisées, etc. Bon, mais là, il s'était agi de Français. Oui, oui. Ce qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire que la France métropolitaine aurait dû se mobiliser au moins pour déployer des conditions d'accueil. Mais toi, à la place d'un Picard, pour nous, vous êtes des Arabes. Absolument, mais c'est comme ça qu'on était vus. Mais je rappelle quand même que le général Franco, auquel on n'a pas l'once de la moitié d'une sympathie, avait déployé la flotte de guerre espagnole, il avait déployé des ferries, il avait déployé des bateaux pour récupérer les nationaux espagnols et les amener en Espagne. Je parle de 1962, évidemment. Nous, on n'a pas fait l'ombre de la moitié de ça. On a envoyé des bateaux de tourisme en disant qu'ils se démerdent. Et voilà, ils ont voyagé à fond de cale, ils sont arrivés à Marseille à dormir sur des bancs de bois sans avoir de quoi manger, ni pour eux, ni pour leurs enfants. T'avais quel âge, toi? Parce que tu connais Jean-Marc Pujol. Oui. Je l'ai interrogé là-dessus pour essayer. Pour moi, si tu veux, c'est un peu une histoire exotique. Pas tout à fait, parce que ma grand-mère était infirmière psychiatrique là-bas, et qu'en 62, mon père a passé des vacances parce que son beau-père récupérait les armes de l'armée française. Oui. Donc on est un peu lié à cette histoire, si tu veux. Mais pour moi, je suis Picard, si tu veux. Pour moi, c'est quand même exotique. T'arrives à quel âge? T'arrives donc à La Ciotat? Non, non, ça c'est... Moi, je ne suis pas arrivé à La Ciotat, je suis arrivé à Nice, mais c'est l'histoire de mes compatriotes. Mais j'avais 12 ans, exactement le même âge que Jean-Marc Pujol, puisque nous sommes de la même année, donc nous avons la même histoire. Et donc, raconte-nous comment, enfant, c'est quoi l'exil? Parce que t'es un exilé. De toute manière, t'es un exilé. Moi, je suis doublement exilé. Parce que les Français sont arrivés au débarquement de Sidi Ferruche en 1830. Moi, je ne faisais pas partie de... Enfin, mes ancêtres ne faisaient pas partie de ce corps expéditionnaire. Moi, je suis un judéo... T'es un berbère. C'était Crémieux qui t'a fait français. Voilà. Moi, je suis un judéo-berbère, arrivé sur les côtes algériennes au 7e siècle, avant Jésus-Christ. Donc, et avant les conquêtes arabes, bien évidemment. 1400 ans avant les conquêtes arabes. À un moment donné, ce serait bien que le droit des Kabyles... Parce qu'on va parler de Boualem Sensal, qui est aussi un Kabyle d'ailleurs. Et donc, voilà, moi je suis le descendant de cette tradition, de ce peuple et de cette culture, qui a accueilli les Français avec infiniment de joie, puisque nous étions en dimitude et nous étions des quasi-esclaves sous la domination ottomane. Et, donc les Turcs qui ont été aussi des envahisseurs, bien sûr. Même si à l'époque, les Turcs, déjà leur empire était pendant 3 siècles. Archipélisé, si voilà, je veux dire. Mais on ne redit jamais assez que c'est à la demande de l'Empire ottoman que Barberousse a écumé les côtes françaises pour aller récupérer des esclaves et les amener prisonniers à Alger. Et ce qui a justifié l'intervention française, d'ailleurs.
Les interventions C'est françaises comme ça qu'on le raconte. ont été justifiées ultérieurement en 1830 à partir du moment où la France n'avait pas du tout l'intérêt de payer sa dette de blé à l'Algérie. En tout cas, c'est ce que l'histoire nous enseigne. Et voilà, mais il n'en demeure pas moins que le corps expéditionnaire français, et puis ensuite la commune, et puis ensuite les réprouvés, et ensuite tous ceux dont on voulait se débarrasser pour les envoyer Ils en n'ont pas Algérie. tous été en Nouvelle-Calédonie. Pas tous, mais... Et vous êtes revenus comme les communards à Port-Mende. On est revenu Aussi. comme les pieds noirs, parce que le FLN a décidé de mettre un terme définitif à la présence juive en Algérie. C'est une tâche. À partir de 1961. Ouais. Non, et donc toi, tu m'as dit que tu ne retournerais pas en Algérie. C'est toi qui m'as dit ça la dernière fois Non, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Parce que j'ai connu J'ai eu énormément d'occasions de retourner en Algérie et j'ai toujours refusé au dernier moment d'y aller. Pas seulement pour des raisons politiques, pour des raisons personnelles, dans la mesure où je ne voulais pas déranger les souvenirs que j'avais emmagasinés dans ma tête par une Algérie différente que je ne reconnaîtrais pas. Mais c'est une grande souffrance. Et la tombe de tes ancêtres, tu sais dans quel état c'est? Parce que ça a été aussi... Oui, on me rapporte des nouvelles, des amis algériens en parlent, des amis qui y vont pour les affaires, pour la culture, le cinéma, etc. m'en parlent, mais non, j'ai pas envie de revoir ça, non. Le grand malheur de ma vie, c'est que je voulais montrer... C'est ta Nakba à toi. Je voulais montrer mon pays à mes enfants, et je pense que compte tenu de la pérennisation d'un système politique curieux, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la mise en scène de l'islamisme dans les 10 ans de Noir ça s'éloigne, oui. Qui a permis de remettre une pièce dans le jukebox du FLN. Voilà, de l'éradication de la culture française. Ça avait commencé avec Boumedienne, avec l'arabisation en marche forcée, de la persécution de la langue française, à tous les sens du terme d'ailleurs. C'est pour ça que Boualem Sansal, Kamel Daoud et d'autres qui ont été lâchement assassinés, comme Tahar Djaoud, Rachid Mimouni. Saïd Nekbel, que tu connais peut-être, qui était le rédacteur en 94, qui était le rédacteur du journal Le Matin, oui. Qui avait sa chronique politique à Ashgoul, absolument, qui écrit le matin où il est assassiné, ce voleur qui, à propos de sa profession de journaliste, et soi-même, il est exécuté par balle par des islamistes, ou peut-être même des membres du FLN déguisés avec de la barbe, je ne sais pas. Ouais. Mais il faut être dans cette complexité-là, mais c'est une grande souffrance affective, c'est une grande souffrance pour des dizaines de générations qui vont nous suivre, de considérer qu'effectivement nous avions nos racines là-bas et qu'elles ont été coupées, indéniablement. Oui, parce que vous avez une présence, surtout toi, à titre séfaradique, si j'ose dire. Tu parles du 7e siècle, tu étais algérien avant que l'Algérie n'existe et avant même l'invasion arabe. Moi j'étais algérien avant l'Empire numide, tout ça c'est documenté. Tu as bien connu Jules Gurtal d'ailleurs. Très très bien, Massinissa. La Caïna, tout ça, enfin bon bref. Mais on sait que, enfin c'est documenté par les historiens latins, on sait que les dernières révoltes qu'on ait connues dans cette région du monde, notamment en Tripolitaine, donc l'actuelle Libye, c'était la révolte des tribus juives contre l'Empire romain en 115 après Jésus-Christ. Et je rappelle que les dernières révoltes dans le royaume de Judée contre l'Empire romain, c'était en 135 après Jésus-Christ. Ce qui a fait que là, on a rasé le temps. Donc les tribus juives ont été extrêmement prégnantes jusqu'au 7e siècle, jusqu'à l'invasion arabe avec Rokba. Ouais. Alors, on reste en Algérie, si j'ose dire, on est chez moi, mais on est un peu en Algérie. On va parler de Boualem Sansal. Il se trouve que je l'ai rencontré, j'ai eu la joie d'avoir en interview. Donc, rapidement, on va raconter qu'il a obtenu la nationalité française, mais il continuait de retourner en Algérie. Et là, surprise, tu es trop bien chez nous, camarade, reste-y. Oui. Et ça n'a ému, si j'ose dire, pour caricaturer, que l'extrême droite. Pourquoi la gauche, qui normalement
est censé s'intéresser aux écrivains, etc. C'est peut-être parce qu'on a appelé le Voltaire algérien. On l'aurait appelé le Rousseau algérien, il l'aurait défendu. Mais Nicolas, la gauche, dans ses fonctions essentielles et viscérales, c'est-à-dire la gauche actuellement idéologisée par un parti fasciste qui s'appelle LFI, a comme... Alors c'est quoi le fascisme? Parce qu'ils en pensent autant de toi, là, mais pour des tas d'entrées différentes, comme je disais à propos du dictionnaire. C'est quoi le fascisme? Enfin, moi, je suis un adorateur de Mussolini, donc on le remplacera jamais. Tu vas commencer la marche sur la place Arago ou la marche sur Rome. Mais, ou alors du poète vénitien. Les mots sont tellement galvaudés qu'ils commencent à n'avoir plus de sens. Sauf qu'on oublie que le fascisme, par définition, c'est l'interdiction à un adversaire d'avoir la possibilité d'exprimer, de dialoguer, de concevoir, et de le persécuter de par le seul fait qu'il ait exprimé un certain nombre d'idées. Pour moi, c'est ça le fascisme. Et d'ailleurs, de commencer à considérer quelqu'un que tu as en face de toi comme un adversaire, et ensuite de le désigner à la vanité populaire comme étant ton ennemi. Et donc, à partir de là, commence bien évidemment le fascisme. C'est la déshumanisation, c'est-à-dire que tu n'es plus mon frère Maurice en humanité. Absolument pas, voilà. Tu es une créature que je dois absolument exterminer comme un cafard. Voilà. Et exactement, il faut, avant de tuer quelqu'un que tu as envie de détruire, d'abord le diaboliser, parce que ça a été théorisé par Trotsky et par Lénine. Il faut d'abord le diaboliser et ensuite... Notamment pendant la guerre d'Espagne pour les anarchistes. Et ensuite l'assassiner. Oui, Trotsky a fini assassiné au Mexique. Mais moi, je dis que le péché capital reproché par le service public de télévision, notamment à la 5, qui a fait une émission ignoble, qui a fait le procès de Boualem Sansal alors même qu'il était incarcéré à 80 ans avec un cancer, etc., c'est le voyage à Jérusalem. Ah ben oui, non mais j'ai noté chez les Algériens une détestation. C'est le voyage à Jérusalem qui a... C'est même pas l'autre est un prétexte, d'accord. Tout le reste, c'est... il a dîné la veille avec mon ami Xavier Tréancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, etc. Factuellement, c'est peut-être vrai, mais quelle importance, je veux dire, dans le cadre d'un procès ou d'une procédure qui lui est faite. Or, en fait, c'est Boualem Sansal, je l'ai connu pendant 25 ans, de toute éternité, par El-Watan, il était désigné comme un traître à la nation algérienne. Même qui est un des et à la cause algérienne. Des plus raisonnables, en plus. C'est pas, il y a pire qu'El-Watan. Mais, en plus, oui. Mais Boualem Sansal n'avait qu'une ambition. Alors, on peut parler de ses qualités littéraires, de ses grands messages, etc. Pour moi, c'était une mission prophétique qui s'était assignée. Mais Boualem Sansal, le grand drame, c'est qu'il hurlait qu'il est né en Algérie, de nationalité algérienne, né musulman. Il avait le droit de croire ou de ne pas croire, ce qui me semble être une évidence absolue pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté, sauf dans la religion islamique, l'apostasie est condamnée à mort, et sauf pour LFI maintenant, qui considère effectivement que les Algériens ont ce genre de pensée mortifère, c'est normal. Voilà. Ça, c'est pour avoir de l'électorat. Mais ils ne se rendent pas compte que l'électorat populaire, quand ils étaient plutôt chevènementistes, à l'époque, avant, en 17, avec Mélenchon, ils ont fait un discours au Grand Orient de France, auquel il était affilié, qui est magnifique, là. Et puis, la seconde d'après, a plu. Mais ce qui est dramatique, c'est que on dit que tout ça s'est fondé sur un calcul électoral, mais c'est faire injure aux arabo-musulmans de nationalité française ou aux doubles nationaux de considérer ou de penser ou de les soupçonner. Toi, je prendrai le chien. Ou de les soupçonner qu'ils sont sur cette ligne de pensée. Et ça, je pense que c'est une erreur historique et c'est une erreur politique de leur part. Oui, mais c'est Bompard qui a mis ça dans la tête de Mélenchon. Toutes les voix qui nous manquent, elles sont là. Sauf que en acquérant ces voies-là par les voies rapides, en persuadant pas de République, c'est rapido, des gens comme moi, parce que j'ai beaucoup aimé ce Mélenchon, moi qui venais de chez Chevènement à cette époque-là, maintenant il est plus
question. Le Mélenchon souverainiste, oui. Ouais, voilà. Mais je pense, j'ai toujours pensé que ce pays avait une chance de s'en sortir par la définition d'une communauté de destin, de quelque origine qu'on soit. Oui, oui, mais c'est la République française, c'est pas Heinrich, Heinvolk, Heinfauer. Exactement. C'est pas le droit du sang. C'est parce que la Révolution, et c'est Clermont-Tonnerre qui dit aux Juifs, les Juifs en tant que peuple, rien, en tant qu'individu, tout. Et pour moi, et c'est valable pour les Maghrébins, pour toute personne, on a tous les mêmes droits, c'est réglé. Mais quand l'abbé Grégoire, quand le comte de Clermont-Tonnerre prononçait cette phrase, nous n'étions pas des citoyens défavorisés. Nous n'étions même pas des citoyens. Non, vous étiez alors chez... Rien. Nous n'étions même en Algérie, nous étions des indigènes. Ouais. Voilà la législation française, parce qu'ils nous avaient trouvés là. Nous étions des dhimmis, c'est-à-dire des sous-hommes par rapport à la législation. Untermensch, hein, comment on dit. Mais là, en France, nous étions ce que le droit romain appelle res nullus. Nous n'étions rien, nous étions des pierres sur le chemin. C'est déjà pas mal. Oui, ça peut avoir une certaine utilité. Avec des pierres, on peut lapider. Voilà. Donc Balem, ça fait combien de temps qu'il est... Bien. Oui, voilà. Ça fait combien de temps qu'il est emprisonné en Algérie? Le 16 novembre, ça fera 1 an. Pour un cancéreux de 80 ans, je trouve que c'est un peu épais. Et est-ce que la France négocie en vrai? Parce que notre bon président a de très bonnes relations avec M. Tebboune, le président d'Algérie. Je demeure persuadé que pour des raisons qu'on ignore encore, ton confrère Paul Amar qui en parlait, nous saurons pourquoi la France est inactive. Peut-être qu'il a été financé, ça arrive. Moi j'ai connu Nicolas Sarkozy. Nous saurons pourquoi la France est inactive. Voilà. Parce que des moyens de coercition à l'égard de l'Algérie, nous en disposons de multiples, surtout et compte tenu de tenter d'obtenir la libération, d'obtenir réellement la libération de 2 personnes. Parce qu'on parlait de... Tu fais bien de parler de Christophe Glaise, mais Christophe Glaise, il n'a... 1 an, ça fait 1 an, 2 ans maintenant, parce que ça faisait 1 an. Et il est condamné, condamné. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, il n'a fait que rencontrer un président d'un club de foot, et simplement parce que c'est un club de foot de Kabylie. Oui, parce qu'entre Algériens, les Kabyles sont toujours mal vus, tu vois, ça c'est quand même un comble. Les Kabyles pour les Algériens, c'est comme les Bretons ou les Catalans pour les Français. Oui. Et le problème, c'est que ce sont 2 populations qui ont des langues différentes. Oui, c'est la martyre. Et donc, c'est d'après la législation algérienne, en tout cas les actes d'accusation ignobles qui ont été imposés, c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Comme pour Boulem Sansal. Et c'est pour ça que pendant les années noires, Matou Blounès a disparu, un grand chanteur kabyle. Bien sûr. Parce qu'il défendait la Kabylie. Le vers là, le premier vers. Pas le crâne, celui-là, ouais, vas-y. Oui. Donc, je veux dire, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont donner des avis sur les trucs, qui n'ont pas bossé une seule seconde. Moi, j'y mets pas autant d'émotion que toi, parce que, à part en Israël, parce que ça devait être la Terre Sainte. Après tout, mes ancêtres, ils sont morts. Tu vois, si on veut jouer à ça. Mais là, à un moment donné, la raison, mon Dieu, la raison, quoi. Là, tout le monde dégueule d'émotions contradictoires. Ce sont des chats de Schrödinger. Et pour régler les problèmes, il n'y a pas pire. Et puis, sur le plan, on parle beaucoup, à propos de Badinter, on parle beaucoup de l'état de droit, tout le monde agite l'état de droit. Nous avons basculé sur un manque de référents, puisque le référent, c'était les critères qui avaient été posés par le procès de Nuremberg, je parle de définition du génocide, qu'on a oublié complètement. Et puis aussi la dérive des institutions internationales, notamment l'ONU, qui a des positions... Oui, mais qui paye derrière l'ONU qui leur permet... Alors, est-ce que c'était le Qatar ou l'Arabie Saoudite qui avait
la commission du droit des femmes. Non, des droits de l'homme. à l'époque, ce fut la Libye puis l'Iran. Oui, voilà, formidable. De l'égalité homme-femme, donc c'était. Siocarachot, comme on dit en russe. Assez extraordinaire. Et n'oublions pas que sur les 177 nations siégeant à l'Assemblée générale des Nations Unies, on ne compte que 88 régimes libéraux et démocratiques. Oui, voilà. Ils donc, sont quand même reçus à l'ONU. Faisons la différence. Donc la majorité est acquise aux régimes dictatoriaux, autoritaires. On ne peut pas dire que ce soit une démocratie. Bon, la France non plus, tu me diras maintenant. J'en viens à me poser la question, est-ce que ça n'a jamais été une démocratie? Et est-ce que jamais la démocratie n'a eu lieu que dans l'idée d'un idéal? Bon, je pense que là, on est en dérive totale avec, quels que soient les partis, avec de droite et de gauche des gens qui ont gouverné la France depuis plus de 50 ans maintenant et qui sont en lutte acharnée pour conserver leur pouvoir, quelles que soient les conséquences sur l'état de la nation. Et est-ce que tu aurais cru, toi, à un moment, que l'ex-FN devenu RN soit les meilleurs défenseurs des Juifs? C'est comment on vit dans un sketch des Monty Python, si tu veux, à la base, c'était pas prévu. Mais moi, je l'ai vu arriver. Je me rappelle d'un ami qui était juif et homosexuel, qui m'a demandé un rendez-vous avec Louis Alliot, parce qu'il avait plus peur des islamistes que du RN. Je veux dire, mon passé plaide pour moi, autant sur le plan de mon métier que de mon action politique et culturelle. J'ai toujours lutté contre le Front National de Jean-Marie Le Pen de manière résolue, sans faille. Mais je suis obligé de constater avec... je ne vais pas faire de grands discours sur le revirement, la dédiabolisation, la normalisation du parti par Marine Le Pen, etc. Peu m'importe. Et puis Louis Alliot, un grand-père juif. Et même Alliot, c'est un nom de famille de juifs convertis. Moi, c'est pas mon combat. Ouais. Mais je reprendrai la phrase, il a raison, de mon ami Gilles-William Goldnadel, mon ami et confrère Gilles-William Goldnadel. Il disait... entre un mur qui a été repeint et un mur où il y a encore écrit « mort aux Juifs », je préfère le mur qui a été repeint. Et je pense que la métaphore est parfaite parce que, peu importe, l'essentiel c'est qu'il y ait des gens qui aient la clairvoyance de considérer que la civilisation judéo-chrétienne est le fondement absolu de l'existence de la nation française. Oui, la nation française, c'est-à-dire que là, on parle de la Révolution pour le coup. Alors qu'après, on envisage des modalités de vie en commun. J'ai personnellement été extrêmement actif pour la construction de la mosquée de Perpignan. Oui, je m'en souviens. J'ai même organisé des collectes au sein des communautés juives de France pour aider la mosquée de Perpignan. Je ne suis pas suspect, mes meilleurs amis sont arabo-musulmans, les plus grands intellectuels d'Algérie ou du Maroc sont mes amis intimes. On ne devrait même pas dire qu'ils sont arabo-musulmans. Et la question ne s'est jamais posée pour moi. Mon ami, on n'en parle pas assez, dont j'ai été indissociable pendant 30 ans, le docteur Akari, qui dirigeait les communautés musulmanes, m'avait posé... Qui est libanais, qui m'avait posé une fois la question de savoir jusqu'où on pouvait lutter contre le racisme. Je lui ai dit, à partir du moment où tu me poseras la question de savoir si ta fille va se marier avec mon fils et que j'y verrai aucun inconvénient. Oui, voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens de gauche ou de la nouvelle gauche ou du NFP ou de... mais on voit que les gens ont vraiment changé. Qui aurait ce genre de réaction. Voilà. Mais c'est la méconnaissance absolue des critères fondamentaux de l'autre qui nous amène à ce schisme qui fait en sorte qu'on soit les uns contre les autres. Disons. Alors moi, je pense souvent à cette phrase de Saint-Exupéry que m'a apprise mon père. Dans Lettre à un otage, frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de cette phrase de Saint-Exupéry maintenant? Mais rien, on est rabougri dans ce qui nous reste de culture, tout en ignorant notre propre culture. Je sais que à partir du moment où tu veux jeter des ponts entre ta culture et la culture de quelqu'un d'autre, que tu considères comme François Villon disait ton frère en humanité, à partir de là, il faut que tu sois certain de ta propre culture à toi. Or, notre propre culture, elle est en déliquescence totale.
enfin, tu vois la maison, enfin, tu la connais déjà, mais tu as vu, les livres, c'est pas que pour l'isolation. Non, mais même si c'est un très bon isolant d'avoir une bibliothèque. Voilà, ça peut être pratique. Mais quand on écoute les débats actuels de l'Assemblée nationale et qu'on les rapproche des débats dont on dispose la documentation, des interventions des grands parlementaires, c'est compliqué. On se dit qu'on a sauté de 40 étages. Quand on rapproche les interventions de Manuel Bompard de celles de Lamartine, de Victor Hugo ou de Camille Desmoulins, c'est un peu compliqué de se dire et d'essayer de poser des jalons. Et pourtant, ce sont des gens qui étaient suffisamment péremptoires pour avoir des choses à dire, qui ont amené des événements historiques que tout le monde connaît. J'ai le souvenir d'une interview de Madame Bonneau. Bon, moi, je suis fondamentalement universaliste. Enfin, j'ai baigné dans les valeurs catholiques, parce qu'on m'a collé chez les Gèses, et en pensionnat, et mon père est franc-maçon. Donc t'imagines dans quoi j'ai bouillonné. Et je viens d'une famille anarcho-communiste de cheminots et d'instituteurs. Tu vois le bouillon, quoi. Donc je suis comme le tofu, j'ai pris l'empreinte. Je lui demande c'est quoi l'universalisme. Elle me dit lequel. Bon, il n'y a pas d'image, enfin, à un moment donné, voilà, vous en foutez, mais on sent qu'ils veulent absolument le pouvoir, mais pas pour le peuple. Là, ils se trouve qu'ils instrumentalisent une communauté. Pour moi, il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de communauté musulmane, pas plus que de communauté juive, pas plus que de communauté protestante, c'est évident, ça, surtout en politique. Non, j'étais le dernier à défendre le temple protestant en face de moi, alors que je suis plutôt d'obédience catholique. Quand les gens me félicitaient, je leur dis n'oubliez pas qu'à Saint-Barthélemy, j'aurais fait ce que doit un catholique, pour le calmer un peu. Mais à un moment donné, c'était le plus vieux temple de Perpignan protestant. Et pour moi, ça voulait dire quelque chose. Enchâssé dans une bourse du travail. Mais ceux qui l'ont vendu, et les uns et les autres, c'est la CGT pour un plat de lentilles, quoi. Et c'était quelques-uns d'entre les protestants, et leur truc, c'est qu'il n'y avait pas assez de parking pour aller au temple, quoi. Ça me fait, tu vois, c'est un peu... Je pense, comme Sonia Mabrouk, qui a écrit un magnifique ouvrage sur le point de sortie du climat dans lequel nous baignons, c'est que la nature humaine ne peut pas se satisfaire d'un monde sans spiritualité. Alors qu'elle soit déiste, qu'elle soit agnostique, qu'elle soit panthéiste, qu'elle soit naturaliste, qu'elle soit écologiste, voilà. Peu importe spiritualité, la spiritualité est totalement distincte de la théologie. Mais un monde qui a perdu toute appétence à une quelconque verticalisation de l'individu est un monde qui est foutu. Il y a deux personnes qui l'ont dénoncé dès avant la guerre et pendant, c'est Saint-Exupéry et Bernanos. Absolument. Bernanos qui était vraiment antisémite, mais comme tout le monde l'était, si j'ose dire, à l'époque, qui était au chevet de Zweig pour l'empêcher de se suicider quand ils étaient tous les deux au Brésil. Malheureusement, Stefan Zweig s'est suicidé. Et comme Lux d'ailleurs aussi, au sortir de la Société des Nations. Mais ceci étant, tant qu'on sera calé sur le pire des mots, qui n'est pas l'islamisme, le pire des mots, c'est le laïcisme. On a raccompagné les dieux aux frontières de la République. À partir de là, on a remplacé quoi? C'est l'interprétation du mot, c'est pas le mot. Voilà, et on a remplacé la possibilité d'avoir une aspiration à une élévation personnelle, spirituelle, ou une construction et de même Robespierre et Bernard Thibault, il y avait le culte de l'être suprême. Ils ont reconstitué l'être suprême, ils ont inclus la déclaration des droits de l'homme dans l'état de la loi, donc voilà, dans la représentation. Extrêmement difficile, et à l'inverse, nous sommes en collision contre un peuple, contre des populations fortes de spiritualité. Même, je veux dire, obèses de spiritualité. Dans la religion ou dans la civilisation islamique, Dieu est partout. Chez vous, j'imagine, chez les juifs aussi, chez les chrétiens aussi.
Oui, voir mais... la réflexion d'Umberto Eco dans la bouche de Guillaume de Baskerville quand Azzo fait constater que c'est une place désespérante où il est, et il lui répond, crois-tu que Dieu n'est pas partout chez lui? Oui, mais à la différence de la tradition judéo-chrétienne où nous considérons, enfin, l'exemple biblique nous enseigne que la religion ou le pouvoir religieux est totalement distinct des pouvoirs politiques. La meilleure preuve, c'est les 12 prophètes qui se sont succédés et qui ont toujours placé tout leur pouvoir dans une mise en accusation du pouvoir, c'est-à-dire une remise en cause de l'appareil social dans la mesure où il n'était pas à l'étiage du message divin. Donc il y avait une frontière absolument infranchissable. Deuxième exemple qui me semble important, du positionnement des synagogues. Je disais synagogue pour ne pas parler de communauté juive. Oui. Ernest Renan disait dans la vie de Jésus que... Il y a quand même essentiellement que des juifs dans les synagogues. Oui, mais il n'y a pas de communauté juive au sens voilà. hiérarchisé, avec des ordres, etc. Est-ce que le CRIF n'a pas abusé, justement? Mais il y avait autant de petites républiques que de synagogues, mais à partir du moment où il n'y a plus eu de temple, donc le point de référence essentiel... Dans le temple de Jérusalem? Le temple, il n'y en a eu qu'un. Oui, non, mais c'est bien de le dire pour les autres. Nous, on est au courant, on a vu le film. Le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Et en 73, 10e Légion romaine, à partir de 73, les rabbins, donc dans un royaume dévasté, se sont réunis pour savoir, puisqu'ils allaient être en dispersion, eux, quelle est leur position par rapport aux lois des autres. Et il y a une prescription rabbinique absolument incontournable. Je te le fais en français, la loi du pays dans lequel tu te trouves doit être ta loi. Donc la question qui en français se dit, à Rome on fait comme les Romains. Et à Rome, voilà, à Rome fait comme des Romains. Et Bonaparte l'a fortifié en 1804 avec la création d'une constitution centrale. Pour le christianisme, directement découlant du judaïsme, Jésus de Nazareth, à qui on pose la question, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, il fixe la frontière définitive. Mon royaume n'est pas de ce monde. Entre le temporel et le spirituel, sauf que le message essentiel de l'islam, c'est que la terre dans laquelle nous vivons, nos habitudes de tous les jours et de tous les instants, concernent directement et interpellent directement un Dieu qui est omniprésent dans l'ensemble de nos affaires, à commencer par la direction de la cité. Donc il ne peut pas séparer le jaune d'œuf du blanc. Il y a ce problème majeur à devoir régler par rapport... Mais c'est jamais posé en ces termes, c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire que tu as ceux qui disent « Ah, mais on peut tolérer que les gens s'habillent, machin, hein. » Et puis il y a ceux qui disent « Mais non, etc. » Jamais on a des discussions comme ça, ici, pour poser des jalons, justement. Mais le problème, c'est qu'on n'enseigne pas le fait religieux à l'école. Moi, je me suis battu pendant 40 ans sans y arriver. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de théologie, je parle de faits religieux qui s'inscrivent dans l'histoire, qui est documenté. Le prophète de l'islam a eu la révélation en 622, il a été un chef politique et un chef de guerre dans la Médina, donc à Médine, dans ce que nous, dans la tradition judéo-chrétienne, on appelle la cité idéale. Bon, la cité idéale de Saint-Augustin, on sait très bien que ça n'a pas vraiment eu de beaux jours. Donc on a compris la leçon, et on a créé les Lumières. Les Juifs ont été obsédés par la France des Lumières, dans la mesure où ils étaient absolument persuadés que c'était la France de Dieu, c'était le message de Dieu, de dire que, effectivement, à partir des pères de la Révolution française, je parle de la nôtre, il est clair qu'ils avaient repris le message de Moïse. Aussi, et certains aristocrates catholiques tombaient en déshérence parce qu'ils n'étaient pas vers ça. Absolument. Absolument. Et donc là, il y a une ligne de faille qui soit sera comblée par une redéfinition du vivre ensemble, une acceptation... Non, du faire société, je préfère. Aussi, mais Parce que vivre ensemble, techniquement, on vit encore ensemble. Oui, mais quand je dis vivre ensemble... Vivre ensemble, je t'aurais interviewé au bar. Là, on fait société chez moi. Oui, mais un projet commun de société. Oui, voilà. Oui.
Pour la moi, définition pour moi d'Ernest vivre ensemble, c'est pas Gérard Collomb, l'un en face de l'autre ou l'un à Oui, côté mais de l'autre. Gérard Collomb, Moi, il constatait. moi, c'est projeter ensemble les uns les autres, quelles que soient nos différences, nos idéologies, notre philosophie, notre politique, notre religion, projeter avoir un projet commun sociétal. Pour nous, pour nos enfants. Parce que l'autre peut nous surprendre. Enfin, si je me rappelle des évangiles, un épisode que j'adore, c'est le bon samaritain. Ouais. Le gars qu'on dit qui est un salopard pour les juifs, les autres juifs passent devant l'homme blessé, et seul qui s'arrête et le soigne, c'est le bon samaritain. On ne s'attendait pas à être autant surpris de lui. C'est une surprise divine, si j'ose dire. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais encore que, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire qui rejoignent l'actualité avec la Samarie, la Judée-Samarie, etc. Mais ça serait trop long. Il faudrait un cours d'histoire biblique. Mais c'est sûr qu'on a perdu de vue ce point de vue. Et puis, je suis désolé, le principe fondamental juridique du Code civil, c'est pas l'intégration, c'est l'assimilation. Oui. Non, mais c'est l'assimilation. L'assimilation, force est de constater qu'elle ne marche pas. Parce que peut-être qu'on n'a pas voulu que ça marche non plus. Ben non, parce que vous voulez qu'il reste arabe. Sinon, on aurait admis qu'il se marie avec nos filles. Quand même dégueulasse. Oui, mais... Non, mais c'est ça aussi. La France a, sur ce plan-là, beaucoup de comptes à régler avec elle-même, quoi. Non, mais il y a plein de mariages mixtes. C'est même pas une question. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il n'y ait pas plein de mariages mixtes, endogames, exogames, machin, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est des mariages mixtes, entre guillemets, qui fonctionnent parfaitement. C'est-à-dire, c'est pas le mariage que tu dis, bon, le coup de la passion, et puis 6 mois après, oui, mais alors le poids des traditions, ça marche pas, c'est pas possible. Un juif séfarade de Casablanca, ils sont toujours ensemble. Bah, bien sûr. C'est comme ça que je suis rentré dans ma première synagogue, d'ailleurs. Bien sûr. À l'invitation de mes cousins. Mais des mariages mixtes qui ont pu donner de grands esprits qui ont fait avancer les choses. Moi, j'ai mon homonyme. Karl Marx. Mon homonyme Gisèle Halimi. Ouais. On a vu ce que ça a pu donner. Ça a pu donner un grand esprit qui a fait évoluer la société dans le mieux-être. Mais son fils semble être plus de gauche, mais de la gauche actuelle, alors qu'il participait de la gauche ancienne, notamment quand mais la gauche, monde diplomatique. La gauche, il faut lire le livre de Philippe Val. La gauche, elle est heureuse actuellement d'avoir retrouvé ses racines antisémites. Oui, alors, je trouve que c'est peut-être facile, mais c'est que je ne veux pas désespérer. Quand on parle de la gauche antiraciste et totalement c'est les sociodémocrates, c'est pas la gauche. La gauche révolutionnaire, la gauche de Karl Marx, la gauche de Lénine, la gauche de Trotsky, c'est une gauche qui est fondamentalement antisémite. Alors Lénine était juif, déjà. Trotsky aussi. Trotsky aussi, oui. Liev Bronstein, Karl Marx aussi. Voilà, oui. Non, alors son père s'était converti, lui c'était... Ce dont le Troisième Reich c'est pas privé de... Ce que le Troisième Reich n'est pas privé de dénoncer d'ailleurs. Il a écrit lui-même sur les Juifs, mais son père s'est converti au protestantisme, c'est un cas particulier que Karl Marx. Mais, quant à Groucho, je ne sais pas quoi en dire. Mais ceci étant, je suis extrêmement... Oui, on vit une période extrêmement amère. Où il faut, tu as raison de l'avoir dit, il ne suffit pas d'être pessimiste, il faut se battre, il faut montrer notre force et notre détermination à sauver quelque chose, si d'aventure il y a quelque chose encore à sauver. Parce qu'il vaut mieux vivre dans l'univers qu'on a connu, du XXe siècle qui était tourmenté, Dieu sait qu'il était tourmenté, mais où il y avait des choses qui ne se faisaient pas. Parce que, comme disait Camus, un autre Algérien... Ça s'empêche. Un homme, c'est le père qui le disait, un homme ça s'empêche. L'étranger de Camus est vachement intéressant. Pourquoi il tue l'arabe? Bon, ben, à un moment donné, il ne sait pas. Il y avait la mer bouillonnante derrière, nous dit Meursault. Et puis il avait un revolver, il s'est senti menacé, il a battu. Ben, on en est là. C'est-à-dire que, peu importe de quel côté ça partira, on aura des justices. On ne savait pas trop. Je l'ai trouvé menaçant, alors j'étais armé, où il y avait une chaise ou un chien, je préfère le chien.
Voilà. Trois petits coups qui ont frappé à la porte du malheur. Voilà. Mais moi, ça m'ennuie, de toute façon. Nous, on s'est écharpé au tout début avant, mais bon, voilà, on est en bonne intelligence maintenant. Mais ceci étant, je pense que tout commence par la reculturation de générations qui nous suivent. Oui, mais alors, qu'on fasse vraiment de la culture et pas des mondanités. Excuse-moi. Non, parce que ce que je te reprochais à l'époque, je t'ai déjà fait des excuses, mais par rapport à ce que je vois maintenant, qu'on nous dit que c'est la culture, oui, mais arrêtez de se foutre de notre gueule, quoi. La culture, c'est une religion, au sens noble du terme. Qui relie les gens, relie Garrett. Voilà, les mondanités, c'est George Orwell, c'est la ferme des animaux. Mais si tu veux, je crois pas la même chose. Tout ce qui a été sacré, reliant avant, mais tout, hein. Je vois, les catalanistes de maintenant sont pas ceux, j'ai connu que de la connaître, les catalanistes d'après la guerre d'Espagne, parce que j'ai fait un mémoire sur la propagande de la guerre d'Espagne, c'était pas les mêmes. Et là, maintenant, ils te font à Omnium de la techno. Mais, et ils lisent plus de livres. Mais le drame aussi, c'est Sonia Mabrouk qui le théorise, elle a raison, le drame, c'est la lâcheté que nous avons pour reprendre la séparation absolument étanche entre le profane et le sacré. On a détruit le sacré. Si on reconstitue une once de sacré par rapport aux choses fondamentales qu'on peut se dire, qu'on peut essayer de faire, qu'on peut essayer de construire, etc., qu'on sache que c'est sacré et qu'on ait une attitude par rapport à ce sacré-là qui soit suffisamment respectueuse à considérer qu'il y a des choses qu'on peut modifier, qu'on peut amodier, qu'on peut truc, et puis il y a des choses qui sont intangibles. La nature humaine, la dignité humaine, le respect de l'autre, etc. Et ça, oui, ça suppose qu'on ait énormément de travail à faire. Parce que même si la société est laïque, la laïcité, elle peut favoriser. Mais la laïcité, c'est pour que tu ne te pointes pas en face de moi. Je ne suis pas Maurice Allini, je suis juif. Je ne suis que ça. Et que moi, je te dise, bon, ben, mes convictions, j'ai une éducation catholique, mais je suis plutôt gréco-latin en système de pensée. Moi, je suis... On s'en fout. Je suis... tu me poses la question de savoir qui est fasciste, etc. Ils ont introduit un nouveau poison du fascisme, c'est l'essentialisme. C'est de regarder l'autre à travers sa couleur de peau, sa religion, ses options politiques, voilà. et de considérer qu'il n'est que ça, et qu'en dehors de ça, il n'a rien à dire. Je suis plein de choses comme toi, tu es plein de choses. On n'a pas parlé de ta carrière d'avocat, parce que, évidemment, ce que je trouvais le plus passionnant, mais tu reviendras. On a bien fait, oui. Tu reviendras pour amorcer... peut-être la prochaine émission, on va parler d'un cas qui a connu les disparus de la gare, qui devient une série en production Disney. Parce qu'on parle du sacré, là, ça fait le lien. C'est-à-dire, depuis quand Disney, qui nous a fait pleurer avec Bambi et Dumbo, etc., elle produit des séries de ce qu'on fait de plus obscur chez nous et en général dans l'humanité. Mais j'ai appris, et pourtant j'ai toujours lutté contre l'homophobie, etc., mais j'ai appris, ça c'est l'actualité régionale de cette semaine, que dans le cadre de la programmation du mémorial de Rivesaltes... Ah oui, il y avait des trucs LGBT, ça n'a rien à y foutre. On a considéré que la Shoah, les républicains espagnols, les harkis, donc trois pans de l'histoire de France, du martyrologue des enfants, etc., avaient effectivement leur débouché sur les récriminations des LGBT et de grandes expositions qui devaient être dédiées, etc. C'est qui a financé le département? Non, mais c'est Kinpagaman. Ou alors en français on dit qui paye l'orchestre choisit la musique. Et là c'est la région. Et Agnès Langeline qui se présente face à Louis Alliot, elle fait Nostramar là-bas où on apprend par l'indépendant. J'étais en chambre de greffe. On nous dit, il y a un gars, on nomme même pas le nom dans l'indépendant, il dit, quand même, les nostalgiques du franquisme sont plutôt d'extrême droite. Eh bien, ça valait la peine de venir. Voilà, et donc la personne qui a levé l'étendard contre l'extrême droite a pondu un article qui a envoyé à Mediapart
Donc pour effectivement dire nous sommes en danger parce qu'on critique même des initiatives LGBT au sein de Mémorial de Lausanne. Voilà. Ça c'est une atteinte au sacré. Oui, c'est une atteinte au sacré parce que c'est pas lieu pour. Mais c'est comme, tu as une Gay Pride à Tel Aviv et ils voulaient la faire à Jérusalem. Ben non. Alors je t'invite le 18 octobre. Ouais. À la remise des prix par la ville à l'Hôtel Pams. À quelle heure? Parce que moi j'ai un truc à 15h. À 15h30. À partir de 15h30. Ouais. Où je vais délivrer le prix des spiritualités à un être extraordinaire qui a écrit un livre sur Jérusalem, terre d'espoir. C'est un père dominicain, français, qui enseigne aussi en Sorbonne et qui vit à l'école biblique de Jérusalem depuis une quinzaine d'années. Mais je crois que j'en ai entendu parler de ce ça sera extrêmement intéressant, effectivement, de le suivre. Maurice, voilà, mon ami. On te remercie. Et tu reviendras parce qu'on n'a pas fini. Oui, on parlera de l'ignominie des avocats. Allez, voilà, c'est très bien. Non, mais il y en a des biens. Et de la Ligue des droits de l'homme. Allez, viens. Viens, ma pouille. Alors. Bon, mon Nicolas, je t'ai retenu, hein, il y avait des nuits. Ah ben.